Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce flash info crypto et on peut dire que ça va mal, que c'est toujours la cata sur le marché des crypto-monnaies. Vous le voyez sur Coin360. Oh, on est dans le rouge, hein, on est dans le rouge depuis un moment maintenant et ça pique très, très fort. Bitcoin à -6%, Ethereum à -10%, XRP -11, Solana -12. C'est la cata, tout est dans le rouge à part une ou deux exceptions, hein. Mais globalement, ça ramasse. Même, on sent que les gens capitulent, qu'il y a vraiment du désespoir, du dépit. Les gens s'attendaient un peu à un bull market. On s'attendait à voir des choses assez sympas avec tout ce qui se passe outre-Atlantique. Et finalement, on se rend compte que on enchaîne les déconvenus. C'est assez incroyable. Entre Donald Trump qui lance son même coin de façon assez improbable, juste avant son investiture. Ensuite, le Melania Memcoin. Ensuite, on a le président de Centrafrique qui lance son car Memcoin aussi. Puis Javier Milei, encore pire, qui lance un Memcoin, qui le soutient via un tweet. Ensuite, il supprime son tweet. Enfin, on est face à une actualité qui est morose, qui est catastrophique en termes d'image pour le marché. Et pour rajouter à ça, c'est-à-dire que déjà ce shit show, j'appelle ça le shit show des meme coins des dernières semaines, on rajoute un piratage d'une ampleur dingue sur une plateforme d'échange qui a vraiment encore donné le coup de massue, on va dire, supplémentaire pour entraîner les cryptos encore un peu plus bas. Donc Bitcoin, bon, corrige à -6%, donc en gros, les altcoins prennent le double minimum. Et ça se voit, ça fait mal, ça pique, et ça se retranscrit très très bien sur le Crypto Fear and Greed Index. On voit, on est à 25 maintenant. Là où il y a une semaine, on était à 47 et il y a un mois, on était encore à 73. Donc pendant un mois, on a dégringolé de 73, donc une euphorie sur le marché des crypto-monnaies, à une peur extrême, avec un indicateur à 25, ce qui est très très bas. On le voit pas souvent, hein, l'indicateur à 25 de la peur extrême. Donc voilà, ça matérialise un sentiment vraiment d'impuissance, de désespoir par rapport au marché des crypto-monnaies. Il y a beaucoup de gens qui capitulent. Et si on dézoome un petit peu, alors là, sur le graphique du Fear and Greed Index, on voit que sur un an, déjà, c'est extrêmement rare d'arriver sur ces niveaux-là, hein. C'est arrivé que quelques fois aux alentours d'août 2024. C'est là où il y avait aussi un flash crash, hein. Il y avait eu un crash du marché assez violent. Je crois que Bitcoin avait plongé de 10 ou 15% en une journée ou deux journées. Donc là, on arrive sur ces niveaux-là, hein, entre 20 et 30. Et si on dézoome carrément complètement jusqu'à 2018, on voit que c'est quand même très très rare. Ces zones de turbulence, on arrive entre 30 et 10. On voit que ça rebondit souvent assez fort, mais voilà, ça ne reste jamais très longtemps, mais ça arrive, hein, ça arrive. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que non seulement on est sur des niveaux bas, mais ça peut aller bien plus bas. C'est-à-dire que là, le Bitcoin, il est encore à 90 000 dollars quasiment, donc c'est encore très élevé, mais on peut très bien le voir plonger bien plus bas. On peut le voir arriver à 70 000 dollars, 75 000 dollars. Hein, on en parle dans Rendez-vous en trade inconnu, souvent le dimanche soir. Voilà, ça peut arriver. On savait que ce scénario était envisageable. Un scénario où Bitcoin arrive à 70 000 dollars, c'est totalement envisageable. Ah, on s'est pris sur des coups de massue avec les mêmes coins qu'on s'y attendait pas. On s'est pris un coup de massue avec le piratage là, d'une des plus grosses plateformes d'échange. Bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Le marché nous surprend tout le temps. Et voilà, on peut avoir d'autres mauvaises nouvelles qui arrivent et qui nous font plonger vers le bas. Et donc, si jamais vous voulez surfer sur cet indicateur en se disant je vais renforcer mes positions, je vais constituer mon portefeuille parce que les gens sont craintifs, les gens ont peur, donc c'est le moment d'acheter. Faites-le si vous le souhaitez, c'est pas du tout un conseil d'investissement. Par contre, gardez-en sous le pied, gardez des stablecoins, gardez du cash, parce que ça peut aller encore bien plus bas. Donc peut-être l'occasion de commencer à renforcer ses positions, mais voilà, le scénario peut être pire, malheureusement, ce qui peut être des opportunités, hein. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Donc, bon, moi je suis du côté un peu des malheureux parce que j'aurais préféré que ça monte. Mais si vous avez du cash de dispo et que vous voulez vous constituer un portefeuille, vous êtes sur une période assez intéressante. Donc, profitez-en et mettez bien en place votre stratégie pour constituer votre portefeuille. En termes d'actualité, qu'est-ce qu'on a? On a forcément cette actu catastrophique de Bybit. C'est donc Bybit qui a subi un hack à 1,46 milliard de dollars, établissant un triste record. C'est le plus grand piratage de crypto-monnaie de l'histoire. Alors en termes de valorisation, parce qu'en termes d'actifs dérobés, on le verra, on a déjà eu plus important. En gros, là, le hack de Bybit, c'est à peu près 400 000 Ethers qui ont été dérobés. Voilà, il y a quelques jours, et qui n'ont pas été retrouvés. Et donc, ça a fragilisé énormément la plateforme Bybit, qui était une des plus grosses du marché. Mais il faut se souvenir qu'en 2016, là, je vous mets l'article de Coin Tribune,
le 17 juin 2016, il y a eu un hack sur Ethereum, un hack qui s'appelait The DAO, parce que c'était le nom d'une application décentralisée qui s'était lancée, une des toutes premières applications sur Ethereum, qui était très populaire. Et cette application a été piratée et le hacker avait réussi à siphonner plus de 3,6 millions d'Ethers à l'époque. Donc là, on est sur 400 000 avec le hack de Bybit. Souvenez-vous, en 2016, c'était 3,6 millions d'Ethers qui avaient été dérobés, ce qui valait certes que 50 millions de dollars. C'était déjà énorme pour l'époque. Là, on a franchi la barre du milliard, donc c'est d'autant plus conséquent. Mais quand même, il faut se rappeler que voilà, The DAO, c'était pas rien, c'était 3,6 millions d'Ethers. Et ça fragilisait carrément la blockchain en elle-même, où ils ont dû faire un rollback, c'est-à-dire qu'ils ont dû appliquer une mise à jour pour remettre comme il fallait la blockchain, quelque chose de très éthiquement discutable, parce qu'une blockchain est faite pour avoir ces données qui sont gravées dans le marbre, immuables. Et lors de cet événement du ZDAO, on l'oublie des fois, mais la blockchain a été mise à jour pour masquer ce piratage et pour que les gens retrouvent leurs fonds, on va dire. Cette question s'est à nouveau posée suite au hack de Bybit. Heureusement, je pense que la bonne décision a été prise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rollback, de modification de la blockchain pour effacer ce piratage. Pour moi, maintenant, une blockchain doit être là pour, on doit avoir une confiance dans une blockchain. Si on commence à faire des mises à jour pour supprimer tout un tas de choses, voilà, même quand il y a des choses malheureuses qui arrivent, je pense que c'est plus important de maintenir la blockchain, la confiance dans la blockchain, quitte à ce que la confiance avec Bybit soit rompue. Mais la blockchain est plus importante et Ethereum est plus important que pour moi l'événement de Bybit. Bon. Globalement, donc, hack massif. Le PDG de Bybit a dit que globalement, ils allaient rembourser donc, pour les utilisateurs s'il n'y avait pas d'impact parce qu'ils allaient faire des prêts à droite à gauche pour récupérer les actifs, les cryptos et donc qu'il n'y ait pas d'impact direct pour les utilisateurs. Ceci dit, l'impact direct, c'est la rupture de confiance. Clairement, quand tu subis un hack de 1,46 milliard de dollars, la confiance est rompue. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est-à-dire faire en sorte que les gens, il n'y ait pas trop d'impact quand ils se reconnectent parce qu'ils ont compensé en faisant des prêts à droite à gauche. Dans tous les cas, il y a une rupture dans la confiance vis-à-vis de la sécurité de la plateforme, c'est-à-dire ce qui s'est produit une fois peut se reproduire une deuxième fois. Et aussi, ça les met dans le rouge en termes de finances. La trésorerie n'est pas aussi fiable qu'avant, n'est pas aussi robuste qu'avant. Ils ont dû faire des prêts un peu partout pour éponger ce piratage. Donc, il y a forcément une confiance qui va mettre beaucoup de temps à se reconstruire pour Bybit. Voilà, c'est un fait. Donc, si vous étiez coutumier de Bybit, je vous invite peut-être à l'utiliser de façon très, très modérée et attendre de voir comment tout ça va se tasser. Mais voilà, ça va être compliqué pour Bybit. Et bon, ça se finit, on va dire, plutôt bien et il n'y a pas eu d'impact sur la blockchain particulièrement. Et ça a été fait par un groupe visiblement nord-coréen qui s'appelle Lazarus, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça c'était vraiment l'actualité de cette semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les États-Unis qui veulent auditer leurs réserves d'or. Ça, je pense que vous l'avez vu passer. Il y a même Asher qui a fait une vidéo très sympa que je vous invite à aller voir sur justement ce sujet-là et en quoi ça impacte Bitcoin. Mais surtout, ça remet la blockchain sur le devant de la scène parce que plus ce sujet va être d'actualité, plus il y aura des contraintes aussi pour réaliser cet audit. C'est pas simple d'auditer un stock d'or. Et c'est peut-être l'occasion aussi de mettre en place des pistes d'amélioration de ce suivi. Et la blockchain s'impose naturellement comme une solution intéressante. On le sait que toute la puissance de la blockchain, c'est de pouvoir tracer, avoir de la traçabilité sur justement des produits sensibles comme l'or, les armes, les médicaments, des produits voilà, de ce type. Donc, est-ce que l'investiture de Trump et de Musk va être l'occasion de mettre en place un système blockchain pour tracer justement ces flux d'or? Affaire à suivre, en tout cas, ça va être passionnant. On a aussi Google qui veut abaisser les barrières à l'entrée et faciliter l'adoption de Bitcoin. Tout le monde connaît Google, tout le monde utilise, enfin tout le monde, peut-être non, pas tout le monde, mais globalement, la plupart des gens utilisent Google comme portail vers Internet. Et donc, ce serait une avancée majeure en termes d'adoption d'avoir un wallet directement intégré dans la suite de produits Google. On peut imaginer, il y a Gmail, il y a le calendrier, il y a plein d'outils dans la suite, dans la gamme de produits de Google. On pourrait imaginer un wallet qui pourrait donc se connecter automatiquement à tous les sites Web3, toutes les applications décentralisées. Et ce serait en termes d'expérience utilisateur, très intéressant. Et ça abaisserait effectivement la frontière à l'entrée, comme il précise. Donc, affaire à suivre là-dessus. On a Stratégie qui continue de se dire prêt à acheter et de rempiler sur les achats en Bitcoin. Donc ça, voilà, rien de très étonnant. Dès qu'ils ont un petit peu de trésorerie ou dès qu'ils ont une petite ouverture pour acheter des Bitcoins, ils se faufilent dedans. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait
des nouveaux achats du côté de stratégie. On a aussi Franklin Templeton qui se bouge et qui lance un combo ETF easy peasy, appelé easy peasy, voilà, comme ça, qui combine Bitcoin et Ethereum. Donc, une façon assez simple de s'exposer aux deux mastodontes du marché. Voilà, donc ça fait écho aussi à une autre actualité au niveau des ETF où ils voulaient mettre en place aussi le stacking pour que ceux qui veulent des Ethers, mais qui veulent aussi faire fructifier leur rendement avec les 2-3% de stacking, bah, qu'ils puissent aussi le faire directement dans les ETF. Donc ça bouge beaucoup au niveau des ETF, beaucoup de réflexions en cours côté outre-Atlantique. Et chez nous, la BCE bah, accélère plutôt sur la CBDC, donc la monnaie numérique de banque centrale. Donc le développement de la plateforme de monnaie numérique de banque centrale avance et accélère. Voilà, donc on voit deux stratégies complètement différentes, hein. Là où les US se sont dit, bah, on oublie les monnaies numériques de banque centrale, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut quand même un dollar fort, mais on veut à tout prix embrasser ce Web3, cette blockchain, ce Bitcoin, ces crypto-monnaies-là, et donc être leader de l'innovation sur ce marché-là. Et on met de côté complètement les monnaies numériques de banque centrale, ça ne nous intéresse pas. Bah, en Europe, c'est un peu l'inverse. On définit un cadre réglementaire MiCA qui est très, très contraignant pour les entreprises qui sont dans des produits, des services cryptoactifs. Par contre, on avance quand même à fond sur la monnaie numérique de banque centrale pour que ça sorte quand même assez vite. Donc deux stratégies différentes. Moi, je sais laquelle je préfère, mais voilà, ça ne reste que mon avis et on verra bien qui aura la meilleure approche dans les prochaines années. Et enfin, dernière chose, eToro obtient l'agrément MiCA, donc ce fameux cadre réglementaire de l'Union européenne, et renforce sa présence en Europe. Donc, ils pourront proposer toute leur gamme de produits au sein de l'Union européenne. Et beaucoup de gens utilisent eToro, donc ça fait, ça a du sens d'avoir cet agrément MiCA pour cette grosse entreprise d'investissement. Voilà, c'est à peu près tout pour cette info crypto du mardi 25 février 2025. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner et à mettre des likes parce que comme je ne l'ai pas précisé là aujourd'hui, mais il y a une cagnotte qui tourne et chaque like amène 50 Satoshi dans la cagnotte. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à en parler autour de vous parce que plus il y a de likes, bah, plus il y aura de cagnottes pour une association à but non lucratif. Donc voilà, ça donne aussi un petit coup de pouce et on définira quelle association aura ces fonds-là dans les prochains mois. Voilà, ensemble. Donc, merci à vous. À la semaine prochaine. Salut à tous, portez-vous bien et tenez le coup. Le marché est rude. Salut à tous.